la nature de la conscience intérieure est exactement la même que la nature de la conscience extérieure. Si l'on regarde comment fonctionne la nature, si on contemple la nature, on contemple comment la terre est nourrie, comment fonctionne l'érosion au niveau des roches, comment les végétaux naissent, comment les végétaux nourrissent les êtres et les différents règnes, comment le soleil éclaire, tout ça est nourri aussi au niveau cosmique, et comment c'est nourri au niveau tellurique, etc. Toute cette assimilation et cet écosystème fonctionne exactement pareil, mais de manière beaucoup plus rapide, avec des lois, on va dire, un petit peu différentes, mais qui suivent la même cohérence sur les différents plans. C'est généralement quelque chose qui est généralement vu quand on fait beaucoup de contemplation, vous savez? Et c'est généralement à ça, en fait, que sert la contemplation, c'est-à-dire être capable de laisser et d'observer sans chercher à modifier, sans chercher à intervenir sur quoi que ce soit qui nous traverse à l'intérieur. Même pour une pensée la plus bénigne, même pour la moindre petite impression, et de commencer à essayer de percevoir la nature de cette impression. C'est là, en fait, se situe ce qu'on appelle le Jnana Yoga, hein, le yoga de la connaissance. Ce n'est pas un yoga qui est un yoga ou des pratiques en tout cas qui sont des pratiques mentales. Cette connaissance, elle vient par la conscience, c'est quelque chose de conscientiel. C'est-à-dire que ceux qui observent, on en parlait ce matin, ce regard du divin, cette partie impersonnelle en nous qui observe en permanence, prend conscience. Il y a quelque chose de manifesté en avant-plan qui peut prendre conscience. Et ce n'est pas le mental. Par contre, le mental nous sert à stabiliser la volonté et la pensée de nous tenir à l'observation et à la non-réaction de ce qui nous traverse, voire à l'accueil. Et c'est cette stabilisation, cette tension, cette concentration, cette non-réaction qui amène à faire fleurir cette connaissance qui est non mentale et qui amène à révéler la nature des impressions qui nous traversent. Et c'est vraiment par la contemplation et le prendre de l'habitude de contempler ce que nous sommes et les impressions qui nous traversent, que l'on commence petit à petit à atteindre de plus en plus des espaces d'arrière-plan. Et vous voyez, c'est intéressant ça aussi, parce que généralement, on peut commencer un petit exercice, vous savez, en prenant, qu'on retrouve chez les bouddhistes, où on prend un objet simplement qu'on pose devant soi, et on laisse venir à nous ce que la pensée, ce que le mental nous fait venir comme l'objet. C'est-à-dire on pose une brosse à dents et d'un seul coup on va regarder, on va dire tiens, c'est ma brosse à dents. Ah elle est vieille celle-là, il faudrait que je la change déjà. C'est vrai que j'aime pas cette marque. Pourquoi j'avais pris médium alors que je préfère les souples? Il y a plein de pensées qui vont arriver comme ça, qui vont automatiquement être associées à l'objet et au sujet. C'est-à-dire que pour que l'objet existe, il faut qu'il y ait un sujet qui observe. Et à partir du moment où il y a un sujet, c'est-à-dire qu'il y a un je, il y a automatiquement la recherche d'un objet à analyser ou à catégoriser dans le bien, le mal, bon, mauvais. Il y a une dualité qui se crée automatiquement par l'existence même du je et du sujet. Ce qui veut dire que, si je le dis comme ça, le monde n'existe que parce qu'il y a un sujet qui crée un objet et qui trouve un objet où que ce soit. Et que si on enlève les objets et il n'y a qu'un sujet, l'objet va devenir le sujet lui-même. Et c'est généralement à ça, dans les parties les plus profondes, on va dire, de certaines pratiques, qu'on arrive, c'est-à-dire à se servir comme objet et comme support le je, le moi. C'est-à-dire le moi-je, l'être et le sujet qui manifeste et qui crée, on va dire, ses propres manifestations, son propre analytique vis-à-vis de son émotionnel, de son mental, de sa valorisation, dévalorisation, de tout ce qui est, de ce qui existe. Et c'est pour ça que généralement, dans les pratiques, notamment du Vedanta, on explique qu'effectivement, si on arrachait la racine du je, la première pensée qui est le sujet, qui est le je, on déracinerait automatiquement la totalité du monde créé qui est, on va dire, et qui émane que à partir du je. C'est-à-dire que celui qui a l'origine, on va dire, du monde manifesté tel que nous le percevons et nous le perceptualisons en tant qu'individu, est lié à la notion du je. Ça ne veut pas dire que le monde n'existe pas et que les plans ne sont pas réels. Simplement, notre capacité perceptuelle de créer notre réalité est liée à l'identification que nous avons de la première pensée, qui est le je. Le moi-je. Donc, ce qui veut dire que les pratiques les plus profondes généralement, qui nous amènent à avoir une conscience de plus en plus élargie et qui nous amènent à trouver un arrière-plan de plus en plus profond, vont être les concentrations sur le moi-je.
sur la nature du jeu en fait. Mais simplement pour trouver la nature du jeu, avant, c'est bien de commencer avec la nature de nos sensations, la nature de nos émotions, des mécanismes mentaux et de tous les schémas et les croyances qui sont embourbés, entremêlés avec tous ces corps-là, qui nous ont tellement, qui nous amènent tellement et nous font sauter comme ça dans des émotionnels, des croyances fortes, qui nous ramènent dans des traumatismes, des blessures, etc., que généralement, il faut d'abord démêler tout ça, effondrer, casser, accueillir, se détacher, etc., tout ça, avant qu'il y ait suffisamment d'espace, de flottement, d'espace de vide pour commencer à révéler des choses qui soient plus profondes. Hein. Mais c'est là qu'en fait, on a plusieurs pratiques, et il y a plein de pratiques. La pratique sur le souffle, la pratique sur des zones sensationnelles du corps, la pratique sur un support les yeux ouverts, sur les supports les yeux fermés, sur la vision mentale, sur les images, sur les émotions, sur l'accueil et la descente dans les émotions, sur le corps physique qui est beaucoup plus statique et stable, sur la nature du jeu, c'est-à-dire qui dit moi, qui dit je, ou sur la nature du soi, avec qui est cela, qu'est-ce qui regarde, qu'est-ce qui observe, qui pose la question. Vous voyez ? Et en fait, tout ça, ce sont les mêmes pratiques, en fait. Simplement amenées à des espaces différents, mais en définitive pour révéler la même chose, le soi. Et là, on est vraiment dans des pratiques, ce qu'on appelle de jnana yoga, des pratiques de yoga de la connaissance, hein, principalement utilisées dans les traditions qui recherchent la nature de l'esprit, la nature véritable, comme la non-dualité, donc l'Advaita Vedanta, hein, et puis bon, les pratiques bouddhistes, zen et autres, enfin voilà, tout ce qui tend, on va dire, à rechercher la nature de l'esprit, la réalité de la nature de notre esprit.